Wilfried Adou, Virgile Arouancé. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre fidélité au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique du Soleil FM. Nous sommes au numéro 159 de ce programme et vous avez sans doute raison de toujours nous choisir. Virgile Arouancé, bonjour. Bonjour Wilfried Adou, bonjour à tous. Alors Virgile, le débat se poursuit sur un sujet qui est devenu quasi intarissable, la révision de la Constitution. La machine à réviser est enclenchée, l'agitation est à son comble. Des experts de tout poil, juristes de haut vol, exposent doctement leur science sur les ondes avec des avis lancés à la cantonade, tels des incantations. On distingue autant de farouches défenseurs que d'inusables pourfendeurs de ce projet d'amendement qui décidément est l'objet de vives controverses. La session extraordinaire sollicitée par le gouvernement s'est ouverte avec quelques activistes anti-révisionnistes qui, chose rare, ont choisi de se faire une santé en crachant la belle étoile sur l'esplanade de l'Assemblée nationale. Inspirés sans doute par le modèle burkinabé, ils espèrent ainsi obtenir le retrait de ce test. C'est dans ce contexte que le chef de l'État s'ira de propos a parlé en une dizaine de minutes. Les députés, à l'unanimité, ont rejeté l'étude en procédure d'urgence demandée par le président. Certains Béninois, à tort ou à raison, sont convaincus que dans ce projet se dissimuleraient des pièges du rusé Patrice Talon. Au grand rendez-vous, nous restons tout autant sur notre faim. Quels sont ces fameux pièges cachés dans le projet d'amendement? C'est à juste raison que nous avons convié deux techniciens du droit. Pas pour qu'ils nous embrouillent davantage, mais pour qu'à la fin de cette émission, ces fameux pièges mortels qui menaceraient la démocratie béninoise soient connus de tous. Maître Abraham Zinokwe, bonjour. Bonjour, cher ami. Bienvenue, ancien ministre de la Justice, ancien président de la Cour suprême, ancien président de la Haute Cour de justice de l'UEMOA. Vous êtes connu comme l'un des juristes de grande réputation professionnelle de notre pays et vous êtes également l'un des plus hauts cadres de la Renaissance du Bénin. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce studio. C'est en toutes ces qualités d'ailleurs que vous êtes ici. Maître Charles Badou, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat d'affaires au barreau de Cotonou, habitué des studios de radio, des plateaux de télévision, où vous opinez souvent sur les sujets de droit et les questions de gouvernance politique. Messieurs, merci d'être venus éclairer de vos lumières l'actualité relative à la révision de la Constitution à travers le prisme des actes posés et de la parole entendue, loin des tensions, loin des passions, loin des pressions, comme ces deux traditions dans notre émission. Alors, chers auditeurs, en raison de la nature et de la complexité et du caractère pointu du sujet, aujourd'hui encore, vous resterez des témoins passifs. Et donc, il n'y aura pas d'appel dans cette émission, Vigile. Alors, messieurs, le chef de l'État a parlé et a posé une série de questions dans son allocution qu'il me plaît bien de vous reposer à mon tour. Et je le cite. Les modifications proposées renforcent-elles la démocratie? Préservent-elles nos libertés? Permettent-elles une meilleure reddition des comptes? Organisent-elles mieux la vie politique? Favorisent-elles le développement économique et social ainsi que l'épanouissement individuel et collectif? Chaque fois que la réponse à l'une de ces questions sera négative pour l'une quelconque des propositions de modification, celle-ci pourra être rejetée. Fin de citation. Alors, le projet soumis à l'étude des députés à l'Assemblée nationale remplit-il toutes ces conditions posées par le président de la République, Maître Abraham Zinokwe? Oui, bonjour. Et avant de répondre à vos questions, il est bon de rappeler que depuis l'envoi du projet depuis l'envoi du projet de révision, deux événements importants sont passés. Oui. C'est le discours du chef de l'État auquel vous venez de faire allusion et la position des députés sur la procédure d'urgence, c'est-à-dire le rejet de cette procédure. Je dis ça parce que ces deux événements, je peux vous rassurer, ont baissé la tension. Parce que l'autre problème,
vous voyez, c'est une procédure inédite. C'est la première fois que cette procédure est mise en œuvre. Si bien que, si vous allez aux articles, enfin, au titre de la révision, c'est là, les 3 articles qui concernent la révision de la Constitution. 154, 155, c'est enfermé là. Alors, quand vous lisez, vous pouvez avoir des doutes ou des inquiétudes sur la procédure qui devait être menée. Parfois, vous pouvez penser que, en l'état, soit le texte est rejeté ou accepté. Dans un premier temps, aux 3/4, dans un second temps, au 4/5. Quand vous lisez, c'est-à-dire c'est comme si c'était un package. C'était là l'inquiétude. C'est pour ça que je vous dis que ces 2 éléments, l'intervention du chef de l'État, qui a dit que son texte est perfectible, et le rejet de la procédure d'urgence ouvre la voie à des améliorations, à des amendements. Sinon, ce n'était pas acquis d'avance. Mais il faut souligner qu'on n'en est pas encore à l'activation de l'article 154. Non, je vous dis, s'il n'y avait pas cette ouverture, que le texte est perfectible, les gens peuvent se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend ou on laisse? Oui, mais là, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre un peu en doute la capacité de nos députés à amender une proposition ou un projet de loi? Parce que là, j'ai l'impression, dans tout ce débat qui s'est mené, qu'on a pris quand même un peu nos honorables députés comme des majeurs incapables, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont capables de rien. C'est des abrutis qu'on a réunis là-bas qui ne sont pas capables de réflexion ni de discernement. J'ai eu un peu cette impression, vous, non? Vous me posez... Ah, ok. Non, oui, mais Badou, allez-y. Non, la parole est libre ici. Déjà, dans la présentation, une précision. Je crois que tout comme mon confrère aîné, je suis docteur en droit. D'accord. La procédure de révision, ce n'est pas la première fois que ça a été enclenché. Il y a les députés qui ont pris l'initiative, souvenons-nous, et cette procédure a été arrêtée par une décision de la Cour constitutionnelle, lorsque les députés ont voulu porter leur mandat de 4 ans à 5 ans. Non, le débat qui est mené, c'est un débat démocratique. Le débat qui est mené, c'est de dire, il y a un projet qui est proposé. À partir du moment où vous aviez le projet qui est soumis, il est intéressant que certaines personnes, tous citoyens, puisque la Constitution est appelée à régir les citoyens, il est intéressant que tous citoyens s'intéressent à ce projet-là et à la limite essayent de voir si les questions posées par le président et que vous reprenez tout à l'heure, si ces questions se trouve justifié ou pas, aussi le projet de révision de la Constitution conforte les acquis démocratiques ou les menaces. Non, c'est un débat simple. Et quand on entend d'autres personnes aussi, sur ce second volet, je m'accorde avec vous, c'est comme si les députés ne sont pas soucieux de leurs prérogatives ou n'ont pas la capacité par eux-mêmes d'apprécier si ce projet-là empiète sur leurs prérogatives ou n'empiète pas sur leurs prérogatives. Parce que derrière, il y a un grand procès d'intention qui est fait, vous l'aviez dit, et c'est à croire que pour certaines personnes, il y en a qui sont plus soucieux des acquis démocratiques ou de la préservation des acquis démocratiques plus que d'autres, alors qu'il n'en est pas à question, puisque nous sommes tous béninois préoccupés par la préservation de ces acquis-là. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, la demande d'études en procédure d'urgence, comme vous le dites, M. Charles Badou, cela n'empiétait pas un peu sur les prérogatives des députés, puisqu'il fallait voter le projet à la hâte, il fallait l'étudier du moins à la hâte, sous pli fermé presque? Il y a une distinction à faire. Il y a les journalistes sportifs qui faisaient cette distinction-là entre vitesse et précipitation. Tout à fait. Distinction. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut analyser le dossier en procédure d'urgence qu'il y a précipitation. Il y a une certaine célérité qui est demandée, mais ça ne veut pas dire qu'on empiète sur les prérogatives des députés, d'autant que la procédure d'urgence est prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée lui-même. Tout à fait. Mais la célérité en telle circonstance pour un projet de constitution. Vous m'aurez dit, j'ai entendu l'honorable Rosine Soglo, pour qui j'ai le plus grand respect, de dire quelle est l'importance de demander la procédure d'urgence. Quel est le besoin de demander la procédure d'urgence? Le besoin, c'est d'aller vite.
pas dans la précipitation. Les députés ont dit non. Vous me posez une question? Oui, ils n'ont pas eu la même lecture. Le besoin, non, je vous me dis pourquoi est-ce que cela? Parce qu'il y avait une célérité qui a été voulue par le gouvernement. Les députés ont estimé qu'en l'état, la célérité n'était pas nécessaire et qu'il leur fallait un peu plus de temps au-delà de la procédure d'urgence. Maître Abraham, est-ce qu'il était convenable déjà de demander qu'on aille vite pour un tel texte d'une telle importance? On peut demander, mais il faut motiver. Il ne suffit pas de dire la célérité, il faut motiver, il faut dire pourquoi. Sinon, si vous demandez la procédure d'urgence, le commun des citoyens va dire pourquoi. Pourquoi c'est? Il faut motiver. Et dans le cas d'espèce, ça a manqué. Je crois que c'est la motivation. Déjà, le président Talon a dit je souhaitais faire cette révision avant fin 2016. Nous sommes déjà en 2017. Donc, c'est déjà un élément de motivation. Ensuite, quand on aura fini cette révision, il y a une foultitude de textes à prendre. Les gens n'ont pas, parce que dans les débats, ça ressort. Quand on ira un peu dans le fond, vous verrez qu'il y a des choses... Des impacts de la nouvelle il y a constitution. une foultitude de textes à prendre. Les lois s'organisent, la charte des partis, le règlement intérieur de l'Assemblée, la loi organique de la recours de justice, du conseil. Il faut mettre tout ça là, ça à jour. Avant les prochaines échéances, puisque le statut, le système partisan. Donc, il y a tellement de choses à faire que, légitimement, un gouvernement peut demander l'urgence. Mais si ce n'est pas motivé, que les gens ne voient pas pourquoi on demande, bon, ils peuvent rejeter. C'est ce qui est arrivé. Il y a un défaut de motivation. Le décret a manqué de motivation. Parce que moi, j'ai lu, c'est demandé, il a droit, le gouvernement doit le... Mais il faut toujours motiver. Très bien. Alors, vous voyez toutes les institutions qui sont touchées. Oui. La Cour constitutionnelle, la HAC, tout ce qui a été touché, il y a un ordonnancement législatif derrière. Et tout ça, on peut pas... Vous voyez tout le débat que nous monopolise la nation. Il faut finir ce débat et se mettre au travail. Il y a un boulot derrière. Alors, aujourd'hui, chers invités, certains crient référendum obligatoire, d'autres exigent le retrait du projet transmis au Parlement. On a même entendu dire qu'après le premier vote des députés, le vote d'acceptation, le chef de l'État pourrait retirer le projet et le soumettre d'office au référendum. Alors, dans ce tohu-bohu organisé, franchement, quel est le chemin à suivre? Le chemin à suivre, c'est indiqué par les dispositions que nous venons d'évoquer. Hein, c'est le titre 11 de la révision. C'est là. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il y a d'autres dispositions qui parlent de référendum, tout ça. C'est pas ça. S'il s'agit de la révision, c'est enfermé. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que sur le point de la procédure, il y avait des inquiétudes, mais que ça a été débloqué par ces deux événements de la semaine dernière. Une fois que ça s'est passé, nous pouvons maintenant peut-être aller plus loin. C'est ça le problème. Maintenant, il y a des positions de doctrine. Il y a des positions de doctrine. Après une analyse, je vois un peu à quoi vous faites allusion. Oui, mais est-ce que tu es tout à fait enfermé, Maître Abraham Zino? C'est enfermé. Je vais vous lire la T150. Il y a d'autres dispositions. Il y a d'autres dispositions qui parlent de référendum. C'est dans des cas autres pour aller faire la loi. Mais pour la révision, vous n'avez que ces... Est-ce qu'on peut aujourd'hui réviser sans faire référence aux deux fameuses décisions de la Cour constitutionnelle, la même Cour constitutionnelle, celle de 2006 et celle de 2011 par la suite? Je parle de la procédure. J'ai dit la procédure, c'est là. Si on va au-delà... nous sommes sur le référendum ou la voie parlementaire. Est-ce qu'on peut aujourd'hui faire trancher le sujet, trancher la question du moins, sans faire référence à ces deux décisions-là? C'est à quoi il parle. Il fait référence, Virginie, c'est cette fameuse décision de la Cour constitutionnelle qui impose désormais le consensus comme un principe. Si vous voulez. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord le débat on l'a fait ici, c'est quoi finalement le consensus national? Qu'est-ce que c'est que ce fameux consensus national qui ressemble plus à un ovni qu'à quelque chose d'autre? La décision à laquelle vous faites allusion. Deux décisions. Bon, de toute façon, le plus important, c'est cette affaire des députés qui veulent porter leur mandat de 4 ans à 5 ans. C'est à ce niveau que la Cour a dit qu'il faut un consensus. Quel était le contexte de cette décision? Il ne faut jamais prendre une décision en l'air. C'est toujours dans un contexte.
La Cour a dit cela parce que l'exécutif n'était pas Associé. en accord, a refusé, pas associé. L'exécutif n'était pas en accord avec l'Assemblée. Vous savez, quand vous portez votre mandat de 4 à 5, ça veut dire qu'il faut un coût financier. Et le coût financier, tant que les députés ne trouvent pas les moyens pour ce coût financier, ils ne peuvent pas. Donc, c'est le fait que l'exécutif et le législatif n'étaient pas d'accord que la Cour a dit qu'il n'y a pas consensus. Donc, c'est un consensus institutionnel. Oui, si vous parlez de cette décision, c'est le contexte dans lequel cette décision a été rendue. Maintenant, à partir, pour le cas d'Express, ça veut dire, à contrario, si l'exécutif et le législatif s'entendaient sur un certain nombre de choses, ça pourrait passer. Oui, mais est-ce que ça passe tout à fait lorsqu'on sait que les députés qui ont reçu pour mandat, n'est-ce pas, d'aller représenter le peuple leur a donné ce mandat de 4 ans, et c'est à la base, c'est déjà partie du peuple. Est-ce que le gouvernement et le Parlement peuvent s'entendre, n'est-ce pas, pour prolonger donc ce mandat-là à 5 ans? Est-ce qu'il ne faudrait pas, normalement, dans le droit, revenir donc à cette base-là, donc à un référendum? Non, on parle de la procédure, permettez. Il y a la T154 qui dit: pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des 3/4 des membres composant l'Assemblée nationale. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Le projet ou la proposition vient, pour qu'on considère que c'est un projet, il faut les 3/4. Avons-nous les 3/4? L'article 155 dit: la révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des 3/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Le débat pour moi est des 4. Oui, c'est ce que j'ai dit. Des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Je suis en train de lire. Vous avez dit 3/5. Non, j'ai lu 4/5. Mais bon, c'est pas déterminé. Mais pourtant, ça me tonnerait parce que j'étais en train de lire, j'aurais précisé en lisant des 4/5 des membres composant l'Assemblée nationale. Pour vous, le débat est clos. Mais le test l'a prévu. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas à ce moment-là, parce que votre question est de dire est-ce qu'il ne faut pas forcément et obligatoirement passer par voie référendaire. Le test a dit qu'on n'est pas tenu de passer par voie référendaire puisque si on a les 4/5. Alors, donc, ce n'est pas une obligation. Que faites-vous alors des deux décisions à laquelle je faisais allusion tantôt? Est-ce que les deux décisions disent que forcément il faut passer par voie référendaire? Le consensus, comment l'avons-nous? C'est un autre débat. Vous posez deux choses qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on fait d'abord ce débat avant de faire l'autre débat? Non, on fait le débat ensemble. C'est-à-dire, revenons sur l'affaire du consensus. Vous parlez de consensus et vous parlez de voie référendaire. Est-ce que le consensus n'est pas allé rechercher, par exemple, on peut passer par voie référendaire et on peut toujours dire que le consensus n'y est pas. La voie référendaire n'est que nulle des voies. S'il vous plaît. La démocratie s'exprime aussi par voie parlementaire. Est-ce que c'est tout à fait légitime lorsque je dis... C'est plus que légitime, c'est légal. Ou c'est légal et légitime. C'est légal, pas légitime, non? Si, les deux y sont. Puisque nous avons le Parlement qui est non seulement l'émanation du peuple, mais représente le peuple. Par le nom et pour le compte. Mais n'est pas le peuple. C'est le peuple qui est représenté. Si. Écoutez, je vois où vous voulez en venir. Je vois où vous voulez en venir. Oui, il y a deux thèses en présence. C'est de ça. Mon jeune confrère brillant, professeur Aïvor est passé. Il a dit que la seule issue, c'est le référendum. Je crois que c'est ça, à ça que c'est à la suite d'une analyse de fond. Je vous parlais des doctrinaires tout à l'heure. Il a fait une analyse de fond. Il a pris l'architecture de notre Constitution. C'est son point de vue, sa vision. Il a vu qu'on a touché à l'architecture. Il a vu qu'il y a des dispositifs substantiels qui ont été touchés. À partir de cet instant, il se dit, nous sommes dans une nouvelle république, c'est une autre Constitution. Il n'a pas parlé de nouvelle république. Bon, il a dit nouvelle constitution. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Si on veut que c'est une nouvelle république. Non, bon, en tout cas, que c'est une nouvelle réécriture de la constitution. Et que la seule issue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire s'il y a tant de transformations pour légitimer ça, c'est le référendum. Ça aurait purgé toutes les incorrections.
avec un référendum, ça veut dire que tout le monde est d'accord. C'est à la suite d'une analyse. Dans le même temps, un autre professeur, le professeur Diogbenou, c'est le gouvernement, mais il a écrit sur ce qui s'est passé avant qu'on en arrive là. Il estime, et l'article 2 du décret dit que ce n'est pas une nouvelle constitution. Ce n'est pas une nouvelle. C'est à partir également d'analyse. Oui, mais maître... Non, laissez... Quand on dit, il a été dit ici... Il vaut mieux le laisser finir. Non, je voulais préciser un peu ce que vous dites. C'est à partir d'une certaine analyse qu'il en est arrivé là également. D'accord. Je vous donne quelques éléments. La constitution du 11 décembre 90, si vous prenez le pouvoir judiciaire, a écrit noir sur blanc qu'au Bénin, il y a un pouvoir judiciaire. Nous sommes dans une tradition romano-germanique où on parle d'autorité judiciaire, ce qui se passe en France jusque-là. Nous, on a écrit pouvoir judiciaire. Pour le professeur Diogbenou, il faut mettre la Constitution en conformité avec ses propres dispositions. Vous ne pouvez pas être dans un pouvoir judiciaire où c'est le président du pouvoir exécutif qui devient le président du pouvoir judiciaire à travers le conseil. Donc, c'est une analyse... On a écouté le professeur Tokpanou, par exemple, dire que ça ne veut rien dire, que ça ne change rien du tout. Je vous en prie, si vous mettez 4 doctrinaires ici, chacun va vous dire sa conception des choses. Donc, en droit, chacun dit ce qu'il veut, c'est ça? Le droit, c'est une science d'interprétation. Mais dans c'est ce cas, vous allez écouter autre chose que le droit? Non, pas du tout. Au contraire, c'est un enrichissement. Comment ça se règle? Je vous comprends. Hein? C'est pour ça qu'il y a des juridictions. Chacun peut dire ce qu'il veut, comme les avocats, comme les professeurs. Il y a une juridiction qui tranche ce genre de questions. Si nous sommes dans une nouvelle république ou une nouvelle constitution, c'est au juge constitutionnel s'il est saisi de le dire. Et quand le juge le dira, sa vérité, c'est la vérité légale. C'est pas une vérité scientifique nécessairement. Ça devient une vérité légale. Que vous soyez pour ou contre, vous vous y soumettez. Donc, entre les doctrinaires, celui qui tranche dans une république, c'est la juridiction qui est conçue pour ça. C'est pour ça. Donc, il ne faut pas dire que le droit, c'est du faux, tout c'est pas. Non. Chacun peut dire ce qu'il veut. Mais ça tranche. Donc, entre les deux professeurs, chacun a des raisons. L'un de dit, nous avons nos constitutions. L'autre a dit non. Est-ce que, avec les modifications, est-ce que nous changeons de type ou de régime? Est-ce que nous sommes dans un régime présidentiel? Est-ce que nous ne sommes plus dans un régime présidentiel? C'est un élément, celui qui dit qu'on n'a pas changé de constitution. Est-ce qu'on est passé du régime présidentiel à un régime parlementaire, un régime semi-présidentiel? Ça aurait été le cas qu'il n'y aura pas de débat. Donc, vous voyez, chacun a des éléments pour... à faire valoir. Oui, mais justement, est-ce que dans ce flou, si vous permettez, on va vider. Moi, je souhaiterais qu'on vide cette affaire du consensus national d'abord, parce que ça fait partie des quiproquos qui embrouillent totalement le débat. C'est quoi le consensus national? Il faut déjà commencer par dire que en doctrine, chacun est libre, et c'est même ce qui enrichit la doctrine, et c'est ça qui permet de manière générale au droit également d'être enrichi. Chacun apporte sa lecture, soit d'un texte, soit d'un concept. Et on en vient même à avoir des écoles. Des écoles, je suis de telle école, je suis de telle autre école. Donc, ça, c'est normal que vous ayez chaque doctrinaire, chaque personne qui opine, qui puisse avoir des conceptions ou des perceptions différentes de ce qui est proposé ou des analyses différentes. Et je crois que ce n'est pas simplement, même parmi les doctrinaires béninois, il y en a certains qui pensent que ce n'est pas une nouvelle constitution et que ce n'est que la révision de la constitution qui est là, en dehors du professeur Diogbenou. C'est quoi le consensus national? La Cour constitutionnelle a imposé maintenant comme norme ou comme critère de lecture d'une révision, d'approbation d'une révision, le consensus national. Mais ce terme, ça n'a pas été défini. Donc on peut s'entendre pour dire que lorsque un large pan de l'opinion, représenté notamment par ses représentants au nom de la nation, s'accorde sur un terme, s'accorde sur une révision, que ce consensus est réalisé. Oui, vous avez parlé des représentants ou de la nation? Les représentants de la nation ou la nation elle-même, ou des députés, ça dépend donc les députés.
Parce que c'est bien différent. Et c'est là où on s'entend pas, les gens s'entendent pas. Écoutez-moi. Oui, Maître Barou, vous n'avez pas fini. J'avais pas fini. Allez-y. La nation, le peuple s'exprime de deux manières, ou à travers deux voies. Soit à travers ses représentants, soit par elle-même. Je vais finir. Oui, allez-y. Soit par elle-même lorsqu'elle est consultée. C'est exactement, vous savez, vous avez des avocats ici, c'est exactement si vous me prenez comme avocat. Lorsque vous me prenez comme avocat dans certaines matières, vous n'avez même plus le droit à la parole. Lorsque vous êtes devant le juge vous dira non, vous ne pouvez pas parler. Vous avez votre avocat. Et parfois, quand le prévenu n'est pas représenté, l'avocat interdit de parole. C'est ça? Vous parlez de prévenu. C'est différent. Nous sommes au pénal. D'accord. Et l'avocat assiste parce que l'avocat n'ira pas en prison avec vous. Oui, certainement. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le débat? Non, c'est le mécanisme de représentation. C'est ça que j'explique. C'est ça que ça a à voir. Un mandat. Vous aviez donné mandat. En élisant les députés, nous leur avons donné mandat. Nous leur avons délégué notre prérogative. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas reprocher à ceux à qui on a donné mandat de parler par le nom. Mais si c'est la Cour constitutionnelle a brandi ce carton rouge à travers cette... Mais tout à l'heure, on vous a expliqué qu'en 2006, il y avait un pan important qui n'était pas pris en compte, qui ne participait pas à cette révision-là, notamment le gouvernement. Oh, mais que faites-vous alors de ces voix? Je n'ai pas envie de dire le peuple qui crie à la base, parce que... Dites-le. Oui, si le peuple crie, le peuple a ses représentants. Mais n'oublions pas ce qu'on oublie, le débat qu'on fait. Les représentants ne sont pas en déphasage. Tout à l'heure, M. Adou a dit, le pouvoir d'amendement des deux représentants n'a même pas encore été exercé. Tout se passe comme si les députés ne sont pas majeurs. Non, les députés au jour d'aujourd'hui, la seule décision qu'ils ont prise, c'est de dire il n'y aura pas procédure d'urgence. Tout à fait. Envoyons le test devant la commission des lois. Donc, les députés n'ont encore rien dit. Pourquoi supputer? Oui, c'est la question de confiance, c'est tout. Vous voyez, le consensus, c'est pas un thème juridique, c'est un thème politique et philosophique que le droit prend en compte à un moment donné. Si, je vous l'ai dit. La question que vous avez soulevée, cette décision concernant le mandat, il n'y a pas eu le consensus entre l'exécutif et c'est pour ça, c'est le contexte dans lequel cette décision a été prise. On ne prend jamais un test sans voir le contexte. Ça, si vous enlevez, vous ne comprendrez pas cette décision. Mais une fois que la décision est rendue, ça échappe à celui qui a rendu. Donc, de ce consensus institutionnel, les gens peuvent légitimement se poser la question de savoir, pour une telle révision, est-ce qu'il ne faut pas un consensus national? Est-ce qu'on n'est pas en face de la même situation lorsqu'on a l'impression qu'il y a comme une entente, n'est-ce pas, entre l'exécutif et le Parlement contre le peuple? Non, pas du tout. Pourquoi vous voyez contre le peuple? Le peuple, c'est qui? Ça, c'est une vision. C'est votre façon de voir. C'est une vision, mais parlant donc des faits. Parlons des faits, Maître Zinoro. Oui, parlant des faits. Posez la question. Oui, parlant des faits, ceux qui s'agitent contre cette révision, on en voit aujourd'hui, mais ceux qui sont pour, on n'en voit pas pour l'instant. Oui. Donc le peuple, c'est ceux-là qui font du bruit, qui ne sont pas d'accord, non? Le bruit ne fait pas du bien, le bien ne fait pas de bruit. On va en revenir au bruit. Non, je vous en prie. Il est prévu qu'on parle du bruit dans cette émission. Nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de choses sérieuses. Oui, quand je parle de bruit, c'est le bruit de contestation. Non, mais nous sommes en démocratie. Il n'est pas interdit de contester. Il n'est pas interdit de protester. C'est pas, on ne prend pas les bruits pour ça fait 4, 5 heures. Je dis, c'est un thème qui n'est pas juridique. Quand vous dites moitié de quelque chose, on sait à quoi ça correspond en droit. Quand vous dites 3 quarts, on sait à combien on peut. Si vous dites majorité absolue, on sait ce que c'est. Si vous dites majorité, mais quand vous dites consensus, donc c'est un concept mouvant. C'est pour ça que c'est au cas par cas que le juge verra dans cette situation. Dans le cas que vous avez... Est-ce que ce n'est pas un truc inventé par la Cour constitutionnelle? Non, nous sortir chaque fois quand elle veut ce qu'elle veut. Mais parce que finalement, personne ne peut définir ce fameux concept. Je vous en prie. Personne ne peut le définir. Quand le juge est saisi, oui, il doit rendre une décision. Même s'il n'y a pas un test, il est obligé. Sinon, ce serait un déni de justice. C'est ce que vous ne comprenez pas. Même s'il n'y a aucun test et que le juge est saisi, il doit rendre
une décision. Donc la Cour a accouché de ça pour se sortir Mais d'affaire non, parce qu'il fallait le faire. non, je vous dis, pour motiver sa décision. Dans ce cas d'espèce, le juge a compris que l'exécutif n'était pas d'accord avec le législatif. Et les moyens, c'est l'exécutif. À partir de cet instant, la Cour a dit qu'il n'y a pas de consensus. Et puis, c'est un contexte. Dans un autre contexte, on peut avoir affaire à un autre type de consensus. Et je crois que c'est de ça que vous voulez. Il ne suffit pas d'exciper de cette décision pour dire que c'est dans un contexte précis que cette décision est prise. Il n'y avait pas consensus institutionnel. Ça veut dire qu'à contrario, s'il y avait consensus sur certaines choses, ça pourrait passer. N'empêche que le peuple cherche à n'est-ce pas, à dire son mot. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a deux éléments qui ont facilité la chose. Le test est perfectible. L'Assemblée dit je ne vais pas en procédure du juge. Ça ouvre la voie au débat que nous sommes en train de faire. Il faut aller maintenant sur des thématiques précises pour voir où est-ce qu'il y a. Et je crois que c'est en cela que vous pourrez aider les députés qui ont dit déjà qu'ils retournent à leur base pour écouter ceux qui les ont envoyés là-bas, ce qui est juste. Et vous, les plateaux, je vous en prie, il y a des thématiques fortes. Faites des plateaux, ceux qui sont pour mandat unique, ceux qui sont qu'on vienne vous dire que les gens écoutent pour savoir quel choix faire. C'est le plus important. Je crois que c'est ça qui a manqué. Il y a eu des consultations, mais ce n'était pas vu visible. Pour la Constitution du 11 décembre 81, tout le monde a vu qu'à un moment donné, on a vu des personnes, on a vu des gens, on leur a posé des questions, ils ont apporté leur contribution, on les a vus, on les a entendus. Les bénévoles sont nostalgiques de ça. Donc cette fois-ci, la méthode n'a pas été celle-là, mais on ne revient plus pour ça. On a dépassé cette étape. Là où on est, on peut rattraper des choses. C'est ce que les députés doivent le faire pour qu'on entende. C'est ce que vous devez faire pour qu'on entende les uns et les autres sur telle thématique, sur tel problème, pour enrichir le débat. Wilfried Adou, Virgile Aroncé. Alors, chers invités, pendant le briefing avant cette émission, j'ai souhaité que nous allions au fond de ce projet pour en révéler, comme certains le pensent, les pièges qui y sont dissimulés. Mais en attendant, il y a une question générale qui me plaît bien de vous poser. En dehors de Joseph Diogbenou, ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'ai compté plus d'une trentaine de personnes qui ont travaillé dans la commission mise en place par le chef de l'État pour réfléchir aux réformes institutionnelles et politiques qu'il propose. Karim Tchabissika, Miseto Afodjobo, Jola Ivor, Massim Kenom, Orubomse Bourou, Elisabeth Poyon, Hélène Holkeke, Abraham Zirokwe, vous êtes dans ce studio, Ivan Detienou, Victor Tokpanou, Angelo Woussou, Guillaume Lali, Fréjus Koukaki, Michel Adjaka, Siri Djikwi, Johannes Dayon, Denis Sindete, Robert Dossou, Maurice Aranzouglele, Yves Gamonou, Francis Loco, Laurent Amosou, Eugène Azatassou, Théophile Yarou, Jean-Rosia Aouyo, Théophile Monjol de regretter mémoire, Désiré Aïwou, Mustapha Isiaka, Antoine Daori, Biogounou Sina, Félix Hiroko, Nicolas Dandoga, Grégoire Laourou. Alors, peut-être que j'en ai la peine de les citer. Oui, j'ai voulu les citer pour qu'on sache qui sont ceux qui ont travaillé. Alors que certains dans ce groupe sont devenus subitement taiseux, d'autres semblent avoir perdu l'usage de la parole, pendant que les plus loquaces en réalité sont les critiques les plus violents et les plus inconsolables. Maître Zinirokwe, vous avez été dans cette commission qui finalement a rédigé le texte dont nous débattons depuis je ne sais plus combien de semaines. Oui. Si personnellement j'ai un reproche à faire à ce texte, parce qu'il y a beaucoup d'avancées. Si on a le temps, il y a beaucoup d'avancées dans ce texte-là, de choses très très importantes. Mais il y a également des coquilles. Si j'ai un reproche à faire à ce texte-là, c'est dans la rédaction. C'est dans la rédaction, parce que quand vous êtes un spécialiste de gens, vous êtes juriste ou vous êtes parlementaire, vous avez l'habitude de rédiger des textes, il y a des coquilles. Si vous ne faites pas attention, ce que vous écrivez peut être l'inverse de ce que vous pensez. La forme peut déformer le fond. Oui, c'est pour ça que dans nos spécialités, vous avez des publicistes, des privatistes, des procéduriers. Vous avez des spécialistes, rédacteurs de textes. C'est-à-dire quand le juge finit, on remet encore des spécialistes qui rédigent. Quand le législateur a fini on remet à des spécialistes. S'il y a des coquilles, évidemment, quand on lit, quand on est spécialiste, on se dit c'est mal. Là où vous ne devez pas mettre, vous mettez. Quand vous commencez par mettre, vous savez qu'il y a un principe qui dit la liberté, c'est le principe, et la détention, c'est
l'exception. C'est un principe en droit. Quand vous lisez un texte, on commence à dire que telle personnalité ne peut pas être mise en garde à vue. Celui qui lit, il est choqué. Il se dit, donc c'est l'impunité. Alors qu'on a voulu dire indépendance, lutte contre la corruption, lutte contre la... On commence pas à dire telle personnalité, que des gens suspectent à bon droit ou que c'est des gens qui ont des casseroles. On commence à dire dans une constitution vous que... Vous faites référence là à la protection... Les immunités, le régime d'immunité. Si on lit comme ça, les gens, ils peuvent être frustrés. On peut dire la même chose sans écrire de cette manière. C'est tout est dans la manière et l'écriture. On a l'impression que le comité de rédaction, ce qui est sûr, je peux vous le dire, le texte tel qu'il est sorti ne sort pas de la commission. Dans les ateliers, on a fait des propositions de rédaction pour certaines dispositions, mais on n'a pas eu à rédiger le texte. Donc le comité de lecture, je peux vous dire, ce n'est pas la commission qui a été le comité de lecture. Que à ce niveau, qu'il y ait des insuffisances, je dis aujourd'hui, la voie est ouverte pour que ces corrections... Oui, mais qui bon sang sont ceux qui ont écrit ça? C'est qui sont écoutez, ces gens qui ont écrit ça? Moi, je ne suis pas membre du gouvernement. Posez la question. J'aimerais bien savoir. Je ne suis pas membre du gouvernement. Mais Barou, vous en savez peut-être quelque chose. Parce que vous souriez là. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le test du gouvernement. C'est le sujet c'est le test du gouvernement. C'est le projet de loi du président de la République qui a été soumis au Parlement. Pour ce qui est des questions de forme, mon confrère veut parler de la légistique, c'est la science pour élaborer ces tests-là. On a des spécialistes au Parlement qui mettront en harmonie tout ça en conformité avec les règles de rédaction des tests. Pour moi, il n'y a pas de problème particulier sur ces questions. Revenons en arrière, si vous voulez bien, avec le membre de la commission Diogwenou, Maître Abraham Zunoué. Est-ce que la commission avait eu au départ pour mission de rédiger même des avant-projets de texte? Oui, le mandat, selon le décret, le mandat, on devait aller jusqu'à... Et pourquoi vous n'êtes pas allé juste là? Écoute, pour le peu qu'on a fait, avec tout ce que les gens crient, qu'on a mis des millions, si on restait plus, ça coûterait certainement... Ça coûterait... Sur la question... Non, dans la commission. Vous allez finir. Dans la commission, vous savez, la commission a travaillé en atelier. D'accord. Il y a 3 sous-ateliers. Moi, j'ai présidé un atelier. L'atelier de système partisan et modernité de code électoral. La lettre de mission que nous avons eue nous a demandé de rédiger certaines dispositions. Ce qu'on a fait. Mais on n'a pas eu à rédiger tout le test tel qu'il est. C'est un avis qu'on a demandé. Il y a des moments où la lettre de mission nous dit pas en droit proposer. C'est toujours proposer. Tout ce que la commission aura fait, c'est des propositions. Oui, même si on avait rédigé l'ensemble du texte, ça n'aurait été qu'une proposition et que ça passerait par le Parlement qui aurait... Non, pas le gouvernement d'abord. Oui, c'est le gouvernement. L'amendement aussi est possible. Au Parlement comme au gouvernement. Oui, parce que certains membres de cette commission ont opiné. Soutiennent que les propositions que vous avez eu à faire au cours de vos travaux n'ont pas été prises en compte par le texte proposé par le gouvernement. Est-ce que ça c'est vrai? On ne peut pas dire de façon générale. Il y a des propositions qui ont été prises en compte et d'autres pas. C'est tout. Mais quand vous êtes membre d'une commission, vous faites le travail qu'on vous demande. Et puis c'est tout. Le reste, ça ne vous engage pas. Et que des membres de commission opinent aujourd'hui pour dire peut-être ils ont leur point de vue qu'ils n'ont pas retrouvé dans le texte final. Mais est-ce que ces membres ne sont pas légitimés à dire cela lorsque on a l'impression aussi qu'on veut faire endosser à cette commission? Eh bien, non, personne ne pourra dire que c'est la commission. Personne, ça pas du tout. Ce serait une mauvaise lecture. On a travaillé. On a été tenu par un règlement intérieur. On n'a rien dit. Maintenant que le texte du gouvernement est sorti, tous les membres de la commission peuvent opiner librement par rapport à leur vision des choses. Moi, je peux soutenir un point de vue dans la commission que je ne retrouve pas ici. C'est bon que je fasse le partage avec les Béninois pour que les gens... Et ça permettra aux députés de voir ce qu'ils peuvent amender. Et ça ne veut pas dire que mon point de vue doit nécessairement être ce que le gouvernement a retenu. Bien, moi, je ne suis pas membre de la commission qui a été créée par décret 2016-272 du 3 mai 2016.
Mais j'ai ici l'exposé des motifs qui saisit le Parlement. Et vous ne verrez nulle part qu'il est dit que c'est le travail de la commission. Donc personne ne veut faire un dossier à la commission, ce qui est. Ensuite, la commission, c'était essentiellement quoi? La commission, c'était essentiellement une consultation technique. La commission faisait des propositions au président de la République qui porte le projet. Ce n'est pas le projet de la commission, c'est le projet du président de la République qui analyse, étudie ce qui lui est proposé par cette commission-là, qui n'est qu'une commission technique de consultation, et fait ses arbitrages. Et le président a eu à le dire, j'ai dû faire des arbitrages. On vous a dit ici autant de spécialistes, autant de doctrinaires, même autant de béninois, il y a autant de conceptions et de visions de la Constitution. Le président, à un moment donné, compte tenu des réalités, parce que le Bénin a une histoire, l'exercice du pouvoir a une histoire, de dire, moi, voici mes arbitrages, voici ce que je propose au peuple. D'accord. Alors, très bien, si vous le permettez, nous allons peut-être parler de quelques aspects de ce projet qui font beaucoup de bruit. Le président de l'UNAMAB, Michel Ayaka, président du syndicat des magistrats, dans un post qu'il a publié cette semaine, soutient ceci, je cite, « Le projet de révision soumis ne permet aucune lutte contre la corruption. Au contraire, il a consacré un recul démocratique et instauré le totalitarisme à travers l'instauration de paradis pénaux au profit des députés, des ministres et du président de la République lorsqu'ils sont auteurs de malversations ou autres crimes voilà. De nombreux points le signifient, notamment le maintien des 2/3 du vote d'un Parlement avant le déclenchement de toute poursuite ou mise en accusation contre les ministres et le président de la République. Fin de citation, Michel Ayaka. Alors, est-ce que vous avez, vous, en lisant ce texte, ce sentiment? Ça me ramène aux questions du président que je vous ai reposées en début de cette émission. Est-ce que ce projet qui est allé à l'Assemblée nationale permet de protéger ceux qui pillent impunément les ressources publiques et puis dont certains vont se réfugier habilement au Parlement? Oui, là, vous entrez dans le fond du sujet, dans le fond des débats, et je peux vous assurer qu'il y a eu des plateaux qui ont commencé à plancher sur le fond. D'accord. Hier et avant-hier, moi, je suis sur des plateaux que ces émissions ont été mises en boîte. WANEP, dans la semaine, certainement, ça va passer, et vous verrez, ils ont pris thématique par thématique, et on a pu opiner. Sinon, quand on fait des observations générales, on ne voit pas à quoi ça correspond. Si nous voyons les motifs, la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, l'indépendance de la justice, ça c'est des choses sur lesquelles on peut opiner, prendre les dispositions qui concernent ces aspects et dire, ah ça c'est une avancée, ça c'est un recul. Si on ne fait pas comme ça et que d'une façon générale on dit ceci, cela, ce n'est qu'une opinion comme une autre. Sur l'indépendance par exemple de la justice, j'ai eu à plancher là-dessus. Alors, c'est quoi l'indépendance de la justice? La question que nous devons nous poser. Et par rapport à ça, c'est-à-dire l'objectif, le diagnostic qu'on a fait, ça veut dire que la justice n'a pas les moyens de ses missions. Quand vous parlez de l'indépendance de la justice, c'est d'abord, c'est deux choses. Vous avez les moyens. Vous avez les moyens de la justice, que ce soit en moyens matériels, financiers et humains. Quand on dit la justice est lente, elle ne rend pas effet. Mais combien de juges vous avez quel est le ratio? Quels moyens ils ont de faire sortir Donc, il y a un aspect d'abord de moyens. Et il y a la personnalité de juge. Vous savez, la fonction de juge, c'est pas une fonction, c'est un attribut divin. Juger, c'est un attribut divin. Vous savez, on n'a pas le temps de faire l'histoire de la justice. Ce qui est sûr, c'est un corps spécial qui a besoin de protection. Non seulement pour le juge, mais même pour les justiciables. Donc, quand on parle d'indépendance, alors on est obligé d'aller dans le test voir, est-ce qu'en faisant ci, on augmente l'indépendance ou pas? Il y a le statut, on parle d'inamovibilité. C'est un principe dans notre système juridique, ça a un sens. Ça a évolué ailleurs, où l'immunité elle est totale, où elle est atténuée. Ce que le juge dit, je ne viens pas ici critiquer ses positions puisqu'il n'est pas sur le plateau pour répondre. C'est sûr qu'on a atténué cette inamovibilité. Et c'est pour ça que je vous parle de rédaction. Est-ce que ça nous fait progresser? C'est pour ça que je vous parle d'écriture. Le principe, c'est l'inamovibilité. Mais vous savez, les gens
contourne ce principe-là, dans un sens comme dans l'autre. Un juge peut dire, je n'accepte pas de bouger de mon poste, il est inamovible, il ne bouge pas. Alors qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, de pouvoir à d'autres postes. Vous voyez, il y a ce premier problème. Il y a aussi le problème que pour faire partie un juge d'un poste, parce que peut-être le pouvoir a des visées sur ce poste, peut dire, votre principe d'inamovibilité, je n'en fais pas. Et il y a des exemples où des gens sont prêts à rendre une décision à la veille, on les enlève. Donc, ça veut dire que c'est un principe qu'il faut savoir ménager. Mais dans une constitution, il faut mettre le principe et renvoyer les cas, la nécessité de service, dans des textes qui organisent. Voilà. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent beaucoup plus de l'écriture, de la rédaction qu'une volonté de reculer. Oui, mais l'écriture, la rédaction, ça ne nous sort pas non plus d'affaires. Ce n'est qu'un emballage mieux ficelé pour bien... je ne vais pas utiliser le mot entubé, voilà. Non, moi je vous dis qu'il y a d'avancées. Ce qui aurait été bon pour ce débat, c'est prendre pas par pan pour voir dans quels sont. Ce qu'on a fait sur les plateaux hier, vous aurez le temps de voir, pour dire là c'est bon, là c'est moins bon, là il faut mieux corriger. Et je crois que ce temps-là qui a été ouvert par les députés, le chef de l'État, ce temps permettra de faire ce travail dans la semaine qui arrive. Très bien, Maître Barou, sur le même... Bon, vous aviez posé une question. Sur le principe de l'inamovibilité, est-ce que ce principe est maintenu? Oui, ce principe est dans la Constitution, ça n'a pas été analysé, ça n'a pas été annulé ni supprimé. Simplement, là où il y a débat, il est dit que le principe ne vaut qu'autant que le juge, que pour le temps pour lequel le juge est en fonction. Donc, la question que se pose des magistrats, c'est de savoir, est-ce que maintenant je serai en fonction pour un certain temps donné? Et c'est là qu'il y a débat. Mais dans les faits et dans la pratique, le principe d'inamovibilité ne vaut que si le juge est en fonction. Ça veut dire que si vous n'êtes plus juge, si vous n'êtes pas là, il n'y a pas de principe d'inamovibilité. Donc, je me dis quelque part... Ça a toujours été comme ça, juste là, non? Ça a toujours été comme ça jusque-là. C'est ce que la Constitution a juste voulu rappeler. Et tout à l'heure, mon confrère disait, il y a ce principe-là dans la pratique, créait certains dysfonctionnements ou engendrait certains dysfonctionnements qui fait que on avait du mal à redéployer des magistrats à cause du principe. Il faut simplement, soit par le pouvoir d'amendement, soit par la discussion, arriver à trouver la formule idoine. Mais il y a une difficulté que la rédaction actuelle a voulu régler. La difficulté qu'il était pratiquement impossible, dans certains cas très difficile, de faire un déploiement pour assurer un fonctionnement efficient de l'appareil judiciaire. Et deuxièmement, puisque nous sommes sur le judiciaire, il y a le président de la Cour suprême. Et encore, on n'a pas meilleur interlocuteur qu'un ancien président de la Cour suprême. Le président de la République avait un pouvoir important à ce niveau-là, qui était le pouvoir de nommer le président de la Cour suprême. Le président de la République dit, je ne veux plus exercer ce pouvoir. Je laisse à ceux de la Cour suprême de désigner par eux-mêmes leur président. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Très bien. Puisqu'on a l'avantage d'avoir M. Zinokwe ici, qui a été président de la Cour suprême, est-ce que ce faisant, M. Zinokwe, on octroie davantage de liberté à notre justice? Parce que certains disent, non, ils sont aux juristes, j'ai entendu cette semaine, disent, oui, c'est du n'importe quoi, ça ne veut rien dire, ça ne changera rien. Est-ce que vous êtes du même avis? C'est un problème, c'est un problème sérieux. Si vous voulez, on a le temps, je vous ferai un petit développement sur le profil du président de la Cour suprême, au Dahomey jusqu'au jour, si on a le temps. Sinon, l'autre problème que ça pose, c'est le mode de désignation entre l'élection et la nomination. Quel est le meilleur mode? Votre réponse? Il n'y a pas de réponse absolue. Moi, j'ai été nommé président de la Cour suprême du Bénin. J'ai été élu président de la Cour de justice de l'UEMOA. J'ai connu les deux modes de désignation. Mais je peux vous dire, après mon départ de la Cour de justice de l'UEMOA, l'élection a continué. Ça n'a pas empêché. Et pour la première fois de mémoire de juriste, un blocage de l'institution.
Ça veut dire qu'à priori, ce n'est pas parce qu'on a Un blocage élu du fait du fonctionnement. Parce que c'est l'élection. Parce qu'on n'a pas pu élire. Non, on a élu et le fonctionnement a posé des problèmes. Parce que ceux qui vous élisent, ils attendent peut-être de vous Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas sur ce plan. Vous m'avez nommé, je ne vous connais plus. Vous pouvez élire des gens. Ça dit que l'élection, que ce soit des juges professionnels ou toute autre élection, ça a un caractère ambivalent. L'élection peut construire comme l'élection peut détruire. Donc, c'est d'abord la personne. Donc vous revenez à cette thèse qui dit que c'est la personnalité de celui qui est là. C'est ça que je vous dis, que vous soyez élu, que vous soyez nommé, si on veut faire de vous ce qu'on veut, que vous êtes perceptible, vous êtes réceptif, ce n'est pas le mot de désignation. Mais l'élection ne donne pas plus de chance d'aller vers la bonne personnalité. Ça dépend. Un meilleur peut être là. Quand vous dites élection, c'est campagne électorale, votez pour moi, votez pour... Non, je vous dis, il n'y a pas sur ce plan-là. Ce n'est pas là l'avancée que moi je considère. L'avancée, c'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Oui, alors dites-nous. Avant que le confrère n'aborde ce point, quand même reconnaissant que du point de vue du président de la République lui-même, au moins, il s'est départi d'un pouvoir important, qui était le pouvoir de nomination. Ne serait que sous cet angle de lecture-là. Pour ce qui est du président de la République, il ne nomme plus le président de la République. Donc au moins du point de vue ou vis-à-vis ou à l'égard du président de la République, c'est quand même quelque chose qui est fait pour équilibrer les pouvoirs. Non, moi je ne dis pas que nécessairement ça va aboutir à ça. C'est une bonne foi, en voulant se départir. Mais je vous dis, le mode de désignation, pour moi, n'est pas le plus important. Mais il faut faire une option. Oui, c'est ça, c'est une option. Désormais, c'est l'option de l'élection. Oui. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'il a d'avancée? Mais ce n'est qu'à la pratique. Je viens de vous donner un exemple. Moi, j'ai été nommé à la Cour suprême. Il n'y a pas eu de blocage. La Cour suprême n'a plus fonctionné. J'ai été élu et le président, mes collègues qui m'ont suivi ont été élus et je dis qu'il y a eu blocage d'une institution. Ça veut dire que d'expérience, je vous dis, ce n'est pas le plus important. Je vais vous faire un petit historique du profil du président de la Cour suprême du Dahomey du Bénin. Le premier président, c'est un médecin, c'est Dr Émile Derlin-Zinsou. C'est un homme politique. La Cour suprême était le troisième personnage de l'État. N'importe qui, je dis n'importe qui du point de vue profil, des instituteurs ont été présidents de la Cour suprême. C'est ce qui s'est passé de 60 jusqu'à l'avènement du renouveau démocratique. Donc, le renouveau démocratique a mis en exergue la double fonction de la Cour suprême en tant qu'institution et en tant que juridiction. Désormais, n'importe quel profil ne peut plus être président de la Cour suprême. Vous devez être magistrat ou juriste de haut niveau. Cela s'entend professeur d'université, praticien, avocat. Et dans ça, il y a eu 2 magistrats. Mon prédécesseur et mon successeur. Il y a eu 2 magistrats. Il y a eu 2 juristes de haut niveau. Celui qui est là actuellement et moi-même. Donc, depuis le renouveau démocratique, il y a une alternance. Vous voyez, on a voulu décloisonner un peu. Ce n'est plus que des magistrats. Mais on a le renouveau a ouvert la voie aux juristes de haut niveau. Et ça a apporté énormément. Mais quand vous prenez le texte, et c'est là que je vous parle encore toujours d'écriture, il y a une disposition qui dit le président élu parmi les magistrats. Et l'article qui suit... Non, l'article suivant dit les présidents de chambre, les conseillers, parmi les magistrats, les juristes de haut niveau. Je dis, mais, donc, ça veut dire, ou c'est les membres de la Cour suprême parmi eux qu'on élit, et c'est aussi bien les magistrats que les juristes de haut niveau. Ouais, donc je vous parle d'écriture. Très bien, il y a des coquilles dans la copie qui a été rendue. Alors, Maître Barou, mon collègue aura le temps de vérifier ce. Donc, j'ai lu le test. Je l'ai. Donc, vous verrez à l'article qu'on a dit le président, c'est parmi les magistrats 20 ans. Et un peu plus, on dit les juges de haut niveau peuvent être présidents de chambre, président de conseil. Donc, le collège électoral, pourquoi cette exclusion
des juristes du haut niveau, de la présidente de la Cour suprême. Dès les gens qui sont conseillers à la Cour, ils peuvent être présidents. Donc il y a un problème de... Donc c'est ce que je vous parle de cohérence. Il y a des petits trucs qu'il faut voir. Mon collègue a lu. Oui. Mais Darou voulait dire quelque chose, bien Vigile. Oui, je peux y aller. Oui. Non, c'est-à-dire que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, que du regard du point de vue du président de la République, on ne peut pas dire qu'il ne s'est pas départi d'une de ses prérogatives, d'un de ses attributs constitutionnels, de dire désormais, vous choisissez parmi les votes. Maintenant, pour ce qui est de la gestion quotidienne d'une institution, ça dépend de qui est là, qu'il soit désigné ou qu'il soit nommé. Et c'est qu'il soit désigné ou qu'il soit nommé, si vous n'êtes pas fort, même si vous êtes désigné, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas contrôler les questions de personnalité. Mais c'est important de dire que le président de la République, qui manifeste quand même la volonté du président de la République d'équilibrer les pouvoirs. Alors, il y a... Si vous permettez, il a l'autre aspect donc de la question qui fait du bruit, beaucoup de contestations, à savoir que à travers ce nouveau projet, le chef de l'État a renforcé son immunité. À savoir, avec la haute cour de justice, on voulait progresser, mais apparemment on n'a pas progressé, notamment pour les ministres, aussi bien le chef de l'État, les ministres. Oui, ça fait partie de la question que je posais tout à l'heure. Le projet de révision, disait Michel Adjaka, soumis, ne permet pas de lutter contre la corruption. Est-ce que ce document permet de lutter contre la corruption? On va dire un mot sur la haute cour de justice. Moi, je vais vous dire mon point de vue. Non, pas la haute cour de justice. Est-ce que le projet aujourd'hui protège mieux le chef de l'État? Parce qu'on a l'impression que oui, ça a été taillé à la mesure donc du chef de l'État pour... En principe, un chef d'État en exercice est couvert par l'immunité en exercice. Vous prenez l'exemple français. Quand vous terminez, on vous met à moins d'une procédure d'impeachment qui est organisée. C'est pour ça que je vous parle de la haute cour de justice. C'est lié. Sinon, un chef d'État, quand même, c'est le premier magistrat, c'est le représentant en plein exercice, à moins vraiment... d'une catastrophe majeure. Et là, c'est la haute cour de justice. Oui, mais avec ce projet, même après l'exercice, il est toujours couvert. C'est pour ça, soit on parle du régime des immunités, soit on parle de la haute cour de justice, pour que vous puissiez, parce qu'il y a un lien entre tout. Quand vous prenez isolément tel aspect, vous ne voyez pas le lien. Et ceux qui ont fait les institutions savent les liens qui entre ceci, qui a cela. Si c'est la haute cour de justice, on a dit que nous allons lutter contre la corruption, contre l'impunité. Il y a deux manières. Soit dans la composition de la haute cour de justice, soit dans les procédures de mise en œuvre pour aller devant la haute cour de justice. J'ai remarqué que c'est la même procédure qu'avant. Or, le diagnostic, c'était quoi? La haute cour de justice qui est là, elle n'a jamais eu d'affaire à juger. Il a eu un blocage naturel. Parce que la procédure pour y accéder, c'est politique, c'est des majorités difficiles à obtenir pour la poursuite, pour la mise en accusation, et c'est les mêmes députés qui mettent la poursuite, l'accusation, là que un choix peut être fait. Mon choix à moi, la composition de la haute cour de justice et le caractère ad hoc ou permanent, c'est les deux points quand vous abordez la haute cour de justice. Si c'est une institution pour lutter contre la corruption, la délinquance des gouvernants, puisque c'est le peuple veut voir ses gouvernants être jugés comme. Alors, donc moi, il y a deux choses. J'aurais mis l'accent sur la composition. Moi, j'aurais laissé trois députés dans Pourquoi? Alors qu'ils sont... Non, je vous dis, il y a les cours d'assises, vous avez des noms professionnels, parce que c'est des hommes politiques qu'on veut juger. Moi, j'aurais mis 3 députés, 3 magistrats de la Cour suprême et 3 conseillers de la Cour constitutionnelle. Ça, j'aurais agi sur la composition. Et sur la procédure, rendre l'accessibilité plus facile. Au lieu de passer encore par les députés qui vont voter pour la poursuite, les mêmes députés qui vont... Je vais rendre ça plus facile, l'accessibilité de droit commun. Il y a un problème, c'est le parquet général, on saisit, on fait ce qu'il faut et on va à la haute cour de justice. Et j'en aurais fait une juridiction permanente. Pourquoi? Parce que l'argument de maîtrise des dépenses, la démocratie a un coût, a un prix. Si vous avez une institution comme celle-là, qui doit être dissuasive,
elle doit avoir un visage. Quand on dit la haute cour de justice, Elle est là, on sait que dès qu'on a fait quelque chose, on ira. Mais quand c'est ad hoc, et c'est en ce moment qu'on va chercher les gens, ça peut être des dysfonctionnements. On peut, quelqu'un qui doit être là, on va l'amener, je ne suis pas libre, vous me tirez au sort, j'ai des dossiers, ça peut. Moi, j'aurais souhaité, si nous choisissons de lutter contre la corruption comme motif des gouvernants, j'aurais préféré une autre composition de la Haute Cour de justice, qu'elle fût permanente, mais que l'accessibilité et la célérité au niveau de la Cour, la Haute Cour, soit revue. Voilà une question sur laquelle les députés pourraient travailler. Alors, c'est un point de vue. Charles Badou sur la même question peut-être. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Partons de la composition de la Haute Cour de justice. Déjà, il y a d'avancées pour moi. Jusque-là, il y avait des parlementaires et des membres de la Cour constitutionnelle. Mais il y avait un problème en droit. Parce qu'on ne peut pas dans le même temps en train de poursuivre et dans le même temps en train de juger. C'est clair. Il y a eu démarcation, il n'y a plus de membres du Parlement. Du point de vue des principes fondamentaux qui organisent cette matière. Donc il y a un avantage à sortir les députés. Il y a un avantage à sortir les députés de la Cour. D'accord. Parce qu'ils sont à la poursuite et à l'accusation. L'inverse peut être fait. L'inverse peut être fait, mais vous ne pouvez pas juger et dans le même temps décider. Donc ça, c'est déjà clair. Maintenant, la composition qui est retenue dit quoi? L'article 135 nouveau dit 3 membres de la Cour constitutionnelle à l'exception du président qui sont tirés au sort et 6 membres de la Chambre judiciaire de la Cour suprême désignés. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans la mesure du possible, avoir une juridiction de professionnels, de magistrats et de membres de la Cour constitutionnelle, de professionnels. On peut revenir sur la composition. On peut y avoir plusieurs propositions, mais c'est le but qui est recherché. Je n'ai pas fini. Parce que est-ce que ça n'a pas un visage? Si, ça a un visage. Puisqu'on dit celui qui préside, c'est le magistrat de profession le plus ancien dans le grade le plus élevé. Maintenant, la question de la pérennité, c'est toujours question de débat. C'est des diagnostics qui ont été faits. Peut-être les solutions proposées ne sont pas les meilleures et qu'on peut les amender. Mais le but est le suivant. Nous avons une haute cour de justice qui est là depuis 25 ans, au moins 20 ans. Et qui n'a jamais jugé un moustique. Personne. Qui, malgré tout ce qui est fait, n'a jamais vu. Est-ce qu'il faut les maintenir, garde de corps, chauffeur, tout ça? Est-ce qu'on peut pas? Qui ne sert à rien. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde le dit. Est-ce qu'on ne peut pas? Je vais finir. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une juridiction ad hoc? Une juridiction ad hoc, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Il faut bien qu'on soit clair. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas se réunir. C'est que lorsque la circonstance se présente, la juridiction se réunit. Donc, le débat de la pérennité ou non, est-ce que ouais? Et l'autre question qui est posée est de savoir si... et c'est pour moi la question la plus déterminante. La question de la complexité. Non, c'est pas la question. La mise en œuvre du mécanisme. Si c'est la mise en œuvre du mécanisme, ce mécanisme est maintenu. Mais oui, on n'a pas progressé. Oui. Mais le mécanisme est maintenu. Je vais finir. Oui, allez-y, Michel. Le mécanisme est maintenu pourquoi? Parce qu'il y a des considérations politiques et on ne peut pas en l'espèce échapper à ces considérations politiques. Qui veut que lorsque... on parle du président de la République et des membres du gouvernement qui veulent être poursuivis. Il faut donc passer par le Parlement et revenir par le Parlement. Cet exemple-là, je vais finir. Ça a été expérimenté dans quel pays, M. Badou? Où on passe par là. On a vu, on voit un peu comment ça se passe en France. On prend les types parce qu'ils ont pillé les ressources et puis on n'en parle plus. Pourquoi la séduisante France ne séduit pas là sur ce point, par exemple? Pourquoi la séduisante France ne séduit pas là, par exemple? Pourquoi on ne prend pas cet exemple? Non, en France aussi, il y a une juridiction d'exception. Mais c'est pas aussi complexe. C'est ce que nous avons choisi. Il y a une juridiction d'exception qui est chargée de juger le président, le gouverneur. Et on parle, c'est ce qu'il y a. Ici, on dit que le président a une immunité. Ou que le président a renforcé son immunité. Non. En France, vous ne pouvez pas poursuivre le président lorsqu'il est dans son mandat. Ici, on peut poursuivre le président. Donc, le président n'a pas d'immunité. Ou n'a pas non plus renforcé son immunité. Le président au Bénin n'a pas d'immunité. Il faut que ça se sache. Mais le pire, c'est que même à la fin de l'exercice de son mandat, il ne peut pas être aussi poursuivi. Non, justement. Ce qui ne peut pas être fait, il peut, non seulement, s'il peut être poursuivi lorsqu'il est en exercice, c'est pas à la fin de son mandat qu'on ne peut pas le poursuivre. Ce que le texte dit, c'est simple. Il dit, le président de la République ne peut pas faire l'objet de détention provisoire ou de garde à vue. C'est différent. Et tout à l'heure, ça devait être un principe pour tout le monde lorsque vous avez des garanties suffisantes de représentation.
On dit simplement, lorsqu'il est en exercice, lorsqu'il est C'est un président... principe pour tout le monde. A-t-on besoin de l'écrire? On le renforce. Je vous dis, ici, le président n'a pas d'immunité, de sorte que même en exercice, le président de la République peut aller en prison. Simplement, il ne peut pas faire l'objet de détention. Oui, mais Badou, sur ce point précis. Mieux, non, je vais finir. Vous ne me laissez pas finir. Parce qu'après, on va passer à autre chose. D'accord. C'est de dire qu'il n'y a pas d'avancée, les ministres bénéficient. Non. Il y a d'avancées. Il y a quand même important. Voyez-vous, l'article 137 de nouveau alinéa 2, qui dit, parce qu'on critique la haute cour de justice. On dit que le mécanisme, c'est la critique que vous portez tout à l'heure, que les deux tiers, c'est important. Mais on vous dit, lorsqu'ils ne sont pas en fonction, ces ministres-là peuvent être poursuivis comme tout le monde. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, si on maintient le test tel qu'il est, les ministres ne peuvent être poursuivis que suivant la procédure connue, qui doit être connue par la haute cour de justice. Lorsque vous n'êtes plus ministre aujourd'hui... Donc ce test dit qu'après leur mandat, les ministres peuvent être jugés comme un voleur de moutons. Comme un voleur de moutons. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'avancée. Quand je vous parlais de rédaction, on en revient. Je vous dis, le principe, c'est la liberté. C'est pour tout le monde. Et c'est l'exception qui est la détention. Quand vous écrivez comme ça que le président de la République n'est pas... automatiquement, c'est ça que les gens... Mais c'est ça. Alors que ce n'est pas exactement ça c'est ce que je vous dis, qu'il y a un problème. Maintenant, comme il a dit, il y a la Cour de justice de la République en France. Et ça a fonctionné. Avant que la Cour ne fonctionne, quel est notre diagnostic ici? Ce n'est pas la composition de la Cour qui a fait que la Cour n'a pas fonctionné chez nous. C'est parce qu'on ne l'a jamais saisi. Il y a eu ces difficultés. Le mécanisme est trop lourd, trop complexe. Et c'est pour ça que je dis, si, de mon point de vue, s'il doit avoir une avancée, c'est beaucoup plus sur l'accessibilité de la Cour, la procédure. C'est là qu'il faut rendre les choses. Il faut donner du travail à la Cour. C'est là qu'il faut rendre les choses. Si vous maintenez le même droit, tout ça là, il n'y aura personne devant la Cour. Oui, mais l'après exercice, nous dit-on, c'est plus facile, c'est allégé. Est-ce qu'on n'a pas avancé là sur ce point? Quoi? Après l'exercice, c'est-à-dire c'est complexe quand on est en exercice. Mais quand on a quitté ses fonctions de ministre, on peut être poursuivi, plus simplement. Citoyen, même les faits que vous avez avant d'être ministre, tout ça, vous devez en répondre. Vous devez en répondre. Et vous allez devant la justice de droit commun. Si c'est au pénal... Non, il demande si, comme je l'ai dit, si ça n'a pas été allégé maintenant pour les ministres, pour les faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Non, là où il y a problème, à l'exercice de leurs fonctions, c'est devant... Le chef de l'État, c'est devant la haute cour de justice. C'est bien ça. Les ministres, les députés, à l'occasion de l'exercice, c'est toujours devant la haute cour de justice. Maintenant, vous dites après l'exercice. Mais après l'exercice, oui, je crois que dans l'ancien test, c'est toujours la haute cour de justice. Et maintenant, on dit que, bon, c'est un détail. Si la haute cour de justice est fonctionnelle, si on peut aller sans passer par l'Assemblée, tout ça, je crois que l'un dans l'autre, l'essentiel, c'est qu'il y ait une juridiction qui réponde rapidement et qui puisse donner satisfaction, que ce soit la juridiction de droit commun ou la haute cour de justice. Il faut rendre la cour de justice. Non, je tiens à dire qu'il ne s'agit pas d'un détail. On est loin d'un détail. Vraiment. Je vous dis, le 137.2, on est loin d'un détail. Si ce n'est pas un détail, un exemple concret. Prenons le dossier, l'affaire PPAE2, l'affaire de l'eau, par exemple. Oui. Par exemple, ça c'est un cas concret. Voilà. Les Hollandais demandaient donc que justice soit rendue, qu'on voit clair dans cette affaire-là, par exemple. Dans ce que vous avez prévu désormais dans le nouveau texte. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'il aurait fallu Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Là, le ministre n'était plus membre du gouvernement. Oui. Et on a demandé que son immunité soit levée. Le Parlement a refusé de lever son immunité. De sorte qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas poursuivi. Aujourd'hui, c'est le procureur de la République qui se saisit du dossier. Mais il est député, il est toujours député. Je dis. Oui, ça c'est par rapport à son immunité. Tout à fait. Par rapport à son immunité. Fait, oui. Il faut dire que c'est, si aujourd'hui il est là et que c'est pris par... Son immunité demeure parce qu'il a l'immunité. Bien sûr. Mais ce n'est pas le meilleur des cas qu'il faut prendre pour illustrer cela. Non, ça c'est passé par le cas concret, les gars. Prenons ce cas.
Voilà, allons-y. C'est le cas concret. Là, il est député, il va sortir là, dans 2 ou 3 ans. Donc, il va falloir attendre. Non, attendez, les Hollandais sont vous m'aviez posé... Non, les Hollandais sont là. La République hollandaise est là. Ils sont revenus. Les Hollandais sont là. C'était déjà parti. Vous m'avez posé un cas, laissez-moi vous répondre. Allez-y, M. Barou. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Pourquoi je disais que ce n'est pas le plus approprié? Mais je vais vous répondre. Parce qu'il bénéficie là d'une double protection. D'accord. Non seulement la protection de la Haute Cour de justice en tant que membre du gouvernement, ancien membre du gouvernement, mais également il a l'immunité parlementaire. C'est une carapace carrément. Donc, En granit. il a l'immunité parlementaire. Supposons, pour mieux répondre à votre cas, supposons que lorsque, au renouvellement de l'Assemblée, il ne soit plus député. Il est citoyen comme tout le monde. À partir de ce moment-là, on peut le poursuivre. On peut le poursuivre. Mais si ça rentre pour revenir chaque fois à l'Assemblée nationale, le débat est clos. Non, une adaptation au texte. Non, laissez-moi. Mais on ne peut pas dire que parce qu'il y a PPE, on va ôter l'immunité à un député. Mais c'est justement le problème que pose le texte ça, dans le fond. Est-ce non. que si l'immunité est levable à tout moment, si on facilite le mécanisme, la procédure, est-ce qu'on n'a pas réglé tout simplement le problème? Il y a ce cas-là que vous posez et je vous dis, il ne peut pas, aussi longtemps qu'il est député, il est protégé par son immunité. Mais il y a d'autres cas. Oui, allez-y. Il y a d'autres cas. Il y a d'autres dossiers de ministres qui ne sont pas députés. D'accord, mais est-ce que d'autres- en maintenant le test pour en mieux, l'état, pour M. mieux, Barou, pour mieux. est-ce qu'on ne continue pas de faire de notre Assemblée nationale un refuge pour les prédateurs de l'économie nationale? Voilà la question. Le débat que vous posez, ce n'est plus le débat de la Haute Cour de justice. C'est le Non, débat. non, non. Si, c'est lié. C'est lié. C'est lié. Pour nous, la question Est-ce que nous qu'on peut posons, vous répondre? oui, Est-ce qu'on la peut vous question que nous répondre? posons est claire. Est-ce La que- question est ceci que Oui. dans ce pays, il y a des bonhommes qui, au vu au-dessus de tout le monde, peuvent s'emparer du bien commun, d'étaler avec, on ne peut rien leur faire parce qu'ils vont se réfugier au sein des institutions. attendre les échéances. Aujourd'hui, est-ce que ce test permet de les poursuivre et de les châtier? Voilà ma question. On peut répondre. Oui, bien sûr, allez-y. La question est Bien. posée. Au Bénin, comme ailleurs, lorsqu'on parle d'immunité, vous avez l'immunité. Et si vous êtes député, vous avez l'immunité. Il faut donc, pour qu'on vous poursuive, que l'immunité soit levée. C'est pas plus compliqué. Il n'y a pas si longtemps que ça en France. Le Pen a l'immunité au Parlement. Le Parlement a levé son immunité et elle est poursuivie. Pas, mais plus facilement qu'au Bénin. Non, Peut-être que non. ça ne serait pas Nous arrivé. parlons, si c'était non, au Bénin. non. Nous parlons de levée d'immunité. C'est un autre débat qui n'a rien à voir avec la Haute Cour de justice. Oui, mais ça commence par les deux. Non. Oui, Maintenant, si vous deux- posez les deux le tiers dont débat- vous parlez. Bon, ok. Non, n'est-ce pas? Non. Si vous posez le débat... Vigile, laissez M. Charles Barou répondre à la parce question. que Parce vous- qu'il est en train de faire un développement, on l'empêche de parler. Allez-y, M. Barou. Vous posez deux débats en un. Le débat de l'immunité parlementaire, qui est que des députés ou certaines personnes qui sont en délicatesse avec la loi se réfugient au Parlement pour ne pas être poursuivis. Malheureusement ou heureusement, les députés bénéficient. Dans le projet, comme dans l'ancien test, comme un peu partout sur la Terre, les députés bénéficient d'immunité. Et il faut bien que cette immunité soit levée. D'accord. Si cette immunité n'est pas levée, le député ne peut pas être poursuivi. Pourquoi est-ce qu'il y a l'immunité? Pourquoi? Parce qu'on estime que le principe de séparation des pouvoirs veut que l'exécutif ne vient pas déranger le député, le législatif, dans l'exercice de ses fonctions. Très bien, d'accord. Mais on l'a fait fonctionner pendant 20 ans et ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? La Haute Cour de justice. Non, Ça je part suis- de là, de la levée de Non, l'immunité, vous mélangez etc. deux choses. Ah bon, vous pensez? Oui. Vous mélangez l'exercice, la Haute Cour de justice et vous mélangez l'immunité parlementaire. Et je vous dis, si ce monsieur-là continue pas à bénéficier de l'immunité parlementaire, on ne peut pas le poursuivre. Maintenant, supposons, où il y a d'autres ministres, où le président Yaïboni a écrit au Parlement pour dire, mettez en œuvre les poursuites. Nous avons au moins un ministre dont les poursuites ont été mises en œuvre. Et s'il faut prendre ce... Bon, je ne veux pas parler de ce cas parce que je suis dossier. Prenons un autre cas. Qu'il y ait d'autres ministres qui soient mêlés, ou il y a des ministres des Finances qui sont mêlés à ci ou ça. Et on vous dit qu'au jour d'aujourd'hui, si ce projet passe, s'il s'agit du ministre, on ne passera plus par le Parlement. On le prend directement. On le prend, quand je dis on le prend, c'est-à-dire que la poursuite sont enclenchées directement. Très bien, On oui, n'a bien plus sûr. besoin, Non, on n'a plus besoin, ça c'est 737, on n'a plus besoin de passer par le, et c'est ça en cela que je dis qu'il s'agit d'avancer. Très bien. Mettre Mais apparemment- Zinilokwe, est-ce Oui. que sur ce point précis, il n'aurait pas été plus utile pour notre démocratie d'alléger quand même un peu le mode de levée de l'immunité parlementaire de nos députés pour faciliter? Parce que il est un fait constant que
de nombreux prédateurs de l'économie nationale se réfugient au Parlement. Personne ne peut m'enlever ça de la tête. Et c'est clair et c'est net. Tout le monde est d'accord dessus au Bénin. Alors, on n'est pas d'accord pour dire que les députés sont des prédateurs. Non, je n'ai pas dit les députés. Il y en a de nombreux parmi eux. Ça, c'est un fait. Tout le monde est d'accord, c'est un fait. Il y a des députés qui sont avocats. Mais oui, on vous comprend même, Barou. Il y a des députés qui se réfugient à l'Assemblée nationale pour ne pas être poursuivis. Ils s'arrangent à chaque législature pour y retourner. Alors, si dans ce test, on doit attendre qu'enfin un jour, le type veuille quitter l'Assemblée nationale pour le poursuivre, finalement, on n'en fera rien du tout. Oui, c'est pour ça que beaucoup de gens ne sont pas satisfaits du régime de l'immunité. C'est une question qu'il faut revoir. Quand vous allez dans la moralisation de la vie publique, quand c'est l'argent plus tout ça là, actuellement, le candidat de la droite en France, l'ancien Premier ministre, Fillon, bien qu'il soit député, il a été auditionné. Tout à fait. Il a été auditionné. Ça n'aurait pas été possible au Bénin. Bon, donc c'est pour dire que c'est une question, c'est une question de choix. C'est une question de choix. C'est pour ça. Ça aurait été possible. Sinon, ce que dit M. Balou, ça aurait été possible. C'est une question de choix. On n'a pas besoin d'enlever l'immunité de M. Fillon avant d'être entendu, avant d'être mis en examen. C'est pour ça que je dis que c'est une question de choix. Je ne veux pas dire que ce qui a été fait n'est pas bon, mais ça peut être amélioré de manière à ce que, parce que il y a l'imaginaire. C'est-à-dire le commun des citoyens, là-bas, comme vous le dites, c'est un refuge, ils sont intouchables, on peut l'amener. Moi, c'est solidement ancré dans ma tête. Et c'est pour ça que je vous dis, de Béninois. Et c'est pour ça que je vous dis que dans la réforme de la Haute Cour de justice, il vaut mieux agir sur les procédures de saisine plutôt que la composition. C'est très bien. Alors, nous allons aborder un autre aspect très rapidement, si vous le permettez. Le Conseil économique et social qui a été supprimé. Michel Adjaka dit sans audit institutionnel que ce n'est pas acceptable. Quel est votre avis sur la question, Michel Balou? Est-ce que cette institution est aussi inutile que la Haute Cour de justice et on aurait pu s'en passer comme ça? Bon. Première chose, on n'a pas le projet ne dit pas que la Haute Cour de justice est inutile puisque la Haute Cour de justice est maintenue. Bon, enfin, depuis le début jusque là, elle a été parfaitement inutile, tout le monde est d'accord. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas un moustique qui a été jugé depuis. C'est vrai. Bon. Même si elle n'avait pas vocation à juger des moustiques. Bon, enfin. Bien, mais je vous comprends, je vous comprends. On ne peut pas dire que depuis 1990, un diagnostic institutionnel n'a pas été fait. D'accord. On ne peut pas dire. Et de vous à moi, si on vous demande quel est le rôle du Conseil économique et social, on aurait eu du mal à dire voici le rôle du Conseil économique et social, voilà ce qu'a produit le Conseil économique et social, voici la nécessité. Je sais qu'elle produit des avis consultatifs. Oui, c'est ça. Qui peuvent être produits. Ces avis qui peuvent être produits par diverses autres institutions et divers autres organes. Donc, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas que le Conseil économique et social... Est-ce que ça ne fausse pas un certain équilibre? Parce que M. Rouy en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre qui est recherché en mettant autant d'institutions? C'est vrai que certains estiment que c'est une institution où on va arranger les amis du président ou ceux qui l'ont soutenu et qui n'ont pas d'autres places où on doit aller... enfin, il y a beaucoup d'idées autour. Mais est-ce que en supprimant comme ça, ça ne fait pas un petit déséquilibre là, M. Rouy? Oui, bon, je crois que si c'est l'argument maîtrise des moyens, c'est ça, c'est l'argument qui a été dit, comme vous avez dit, pour la Haute Cour de justice. Bon, au moins, on a maintenu la Haute Cour ad hoc. On aurait peut-être pu maintenir le Conseil économique ad hoc aussi. Pour la consultation. Ad hoc aussi, si on estime que le mot ad hoc permet de trucs, plutôt que de... Mais est-ce que ça crée un problème de supprimer cette institution dont beaucoup de Béninois ne voient vraiment pas l'utilité? Sincèrement, les choses telles qu'elles sont. Oui. Moi, personnellement, je voudrais être convaincu sur l'utilité de cette institution, comme d'autres Béninois. C'est toujours utile. C'est la question. En quoi est-ce que c'est utile? Oui. Mais donner des avis. Mais il y a eu beaucoup de crises dans notre pays qui ont été solutionnées et qui, par les membres du Conseil économique et social. Oui, Monsieur de Souza Isidore le faisait avant de mourir. Le cardinal Danty aussi. Il y a d'autres personnes qui peuvent le faire. Si ce n'est que ça, on peut s'en passer. Mais non, je vous dis, c'est un tout. Est-ce que la vocation du Conseil économique et social, c'est de régler des conflits? Non, on a dit Conseil économique et social. Donc,
vous savez, le rôle de... Vous cherchez aussi. Non, je ne suis pas membre du Conseil économique et social. Non, appelez un membre du Conseil économique et social sur vos antennes. Ils vous diront ce qu'ils ont fait. Moi, je n'évacue pas le problème. D'accord. C'est-à-dire, la démocratie a un prix, a un coût. Le seul argument pour dire que ça n'a... Ils ont produit des tonnes et des tonnes d'avis. Ce que l'exécutif en a fait, c'est un autre débat. Mais on ne peut pas dire que c'est inutile, de mon point de vue. Et la motivation, moi je dis toujours, vous êtes libre de faire vos choix, mais motivez pour convaincre les gens. Si vous pensez que combien ça coûte, moi je ne sais pas combien le Conseil économique et social coûte par budget à notre... Il faut voir tous ces aspects. Si c'est insignifiant, si c'est leur caractère permanent, ils ont gardé comme ceci, cela, mais rendez ça ad hoc comme on a fait pour la Haute Cour de justice, et là on serait toujours dans le même équilibre de départ. Oui, justement. Mais Charles Badou, parlant des options possibles, est-ce qu'on n'aurait pas pu maintenir l'institution, mais plutôt en rendant ces décisions plutôt plus consultatives, mais plutôt des décisions qui s'imposent? Par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose que de la supprimer carrément? Je lisais tout à l'heure l'article 139 de notre Constitution qui dit que le Conseil économique et social donne son avis sur ça, avis consultatif, que le gouvernement en fait ce qu'il veut. Non. Est-ce qu'on n'aurait pas pu le supprimer? Je vous dis qu'il y a un diagnostic qui a été fait. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de diagnostic qui a été fait. Il y a des études qui ont été faites. Cet avis-là peut être obtenu de diverses autres manières. La consultation peut se faire autrement. Je ne trouve véritablement pas d'inconvénient. Je ne vois pas le déséquilibre que ça instaure que de supprimer le Conseil économique et social. Certains disent que c'est la chambre où au moins les corporations sont représentées. Voilà. Mais est-ce que ça également, ça ne reste pas un problème? Est-ce que rien que pour ça, on n'aurait pas dû supprimer, mais plutôt voir une autre option du moins? Parce qu'il faut que les syndicats soient forcément quelque part. Par exemple, on dit que ça fait partie de l'équilibre social. C'est un aspect du dialogue social. Quand vous avez ces gens quelque part, vous pouvez échanger, discuter avec eux. Ça peut faciliter on peut changer autrement. Et voir d'ailleurs, le fait est que quand on veut changer avec les syndicats, on ne passe pas par le biais du Conseil économique et social. Très bien. Alors, ce qui pourrait peut-être poser problème aussi dans ce projet, c'est l'érection de la chefferie traditionnelle au rang d'institution constitutionnelle. N'est-ce pas là une violation du principe de la laïcité de l'État, pourtant si cher au chef de l'État? Quand on connaît là aussi la prolifération de nos royaumes, là où il n'y avait pas de royaume, on en a créé partout, et aujourd'hui on érige ça en institution. Est-ce que on ne retire pas un peu quelque chose à Saint-Pierre par la main gauche et redonner ça par la main droite à Saint-Paul? Vous supprimez le Conseil économique et social pour faire des économies, vous créez une chefferie traditionnelle où il y a une multitude de rois dont on n'a même pas fini de faire la liste. Enfin, il y a un problème quand même là. Mais Chabalou. Oui, ça c'est évidemment. Tout naturellement. Non, la disposition dont vous parlez, c'est l'article 151.1 qui dit exactement ceci. D'accord. L'État reconnaît la chefferie traditionnelle, gardienne des us et coutumes dans les conditions fixées par la loi. Point. Pas plus. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique simplement que nous sommes dans un pays où il y avait un certain nombre je me parle, c'est pas d'institution, mais il y avait des normes, où il y avait des repères sociaux qu'on ne prend pas en compte. Ok, désormais, les rois seront cités. Ils étaient déjà dans le protocole. Mais en les mettant dans la Constitution, qu'est-ce que ça leur octroie comme droit? Parce que d'ici à là, qu'on prenne des décrets d'application, en les mettant et qu'on leur mette des ressources à disposition. Ils auront des ressources. Mais voilà. Alors, en les mettant dans la Constitution, c'est un droit de reconnaissance que la Constitution leur octroie. Il n'y en a pas plus. Simplement, la Constitution renvoie à une loi qui va déterminer à ce moment-là les conditions de mise en œuvre. Qui va déterminer à ce moment-là les conditions de mise en œuvre de la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. D'accord. Vous savez, c'est quand même extraordinaire ce pays. J'ai entendu depuis des années dire, mais regardez au Ghana, regardez au Nigeria. Qui dit ça? Est-ce que c'est pas les mêmes rois? Les mêmes rois qui disent ça. Justement. Mais on entend dire, regardez au Ghana, où il y a une chefferie traditionnelle. Il faut structurer
la nation, il faut structurer la société, il faut des repères. Et qu'on le veuille ou non, il y a ces repères-là. Maintenant, il y a un débat. Au Ghana, les royaumes ne se sont pas ajoutés. Il n'y a pas eu de nouveaux rois. Au Bénin, on a créé chaque jour. Là. Oui, j'en venais là. Je disais qu'il y a un débat. Oui, j'en venais là. Parce que s'il n'abordait pas ça, j'allais lui poser la question justement. Il y a un débat. Et c'est vrai, je suis d'avis avec vous. Il n'y a qu'à voir l'intitulé de certains royaumes. On se dit, ça sort d'où, hein? Des royaumes de... Je ne veux pas donner des rois de... Oui, ça, c'est un débat. Et je suis parfaitement d'avis avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous qu'il faut, avant d'arriver à des subventions, à quoi que ce soit, ou même à la reconnaissance, il faut clarifier. Mais vous êtes bien reconnu à travers la Constitution. Non, je parle de la loi pour reconnaître. Ça, c'est une reconnaissance générale. Mais il va falloir prendre une loi voilà, pour dire tel est reconnu comme chef traditionnel. Non. Il va falloir clarifier le concept et définir clairement les contours. Je suis 100% d'avis avec. Avant de laisser la parole à Maître Abraham Zinoro, est-ce que moi je ne finissais pas de sourire parce que tout le monde a vu que c'est un cadeau offert royalement, donc à ces rois. C'est à la demande des rois du Septentrion qui sont venus. On peut dire le contraire aujourd'hui, M. Albalou? Je n'ai pas d'éléments qui me permettent de soutenir ça. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un cadeau? Que de dire c'est les rois qui sont venus demander à la télé. Donc, on fait une demande. Mettre cela dans la Constitution et le chef de l'État a promis. Donc, ce n'était pas. Donc, si le chef de l'État n'est pas sous à des demandes du peuple, on dit que le chef de l'État fait des cadeaux. Est-ce que ça a valeur constitutionnelle pour le dire ainsi? Est-ce que les députés apprécieront? Le chef de l'État estime que ça a une valeur constitutionnelle. Les députés apprécieront. Oui, Vigile, a priori, ça ne pose pas de problème. Le problème que ça pose, c'est le problème des coûts. Si on met ça dans la Constitution et que c'est pour gréver encore le budget, voilà. Alors là, ça pose un problème. Le CES. Sinon, mais on peut les mettre dans la Constitution, ça ne gêne pas grand monde. Il y aura la loi qui va définir les contours. C'est là qu'il va falloir faire le. Très bien. Alors, Maître Abraham disait oui, vous demandez la parole. Non, sur cette question, il y avait même, je ne sais pas si c'est un projet ou une proposition de loi qui était à l'Assemblée sur la chefferie. Une proposition de loi. Bon, maintenant qu'on supprime le CES et qu'on y met les chefferies. Moi, j'aurais vu un CES qui récupère ces gens-là au sein du CES. Ça fait partie de... on aurait fait économie de ce débat. Donc ça fait une proposition nouvelle. Le CES qui inclut CES royal à l'intérieur. Mais pourquoi c'est des avis qu'on veut de tout ce monde-là. C'est les composants de la société. Cette émission aura permis d'avoir quelques propositions. Un CES ad hoc et royal. Autant que nous sommes, autant il y aura des propositions. Ce que je voulais ajouter, Ghana, Nigeria, nous sommes dans un environnement où ça existe comme il a dit. Mais nous n'avons pas connu le même mode de colonisation. Depuis la colonisation, ces structures ont survécu. Avec la colonisation française, c'était rasé, il n'était plus reconnu, c'est tout. Mais à partir de là, bon, en tirer des... Moi, je crois qu'on peut les loger au CES et sauvegarder le CES, c'est comme ça. Mais l'économie... On fait d'une pierre deux coups. Voilà. Et là, eh bien, c'est sur cette belle proposition d'un CES ad hoc et royal que nous allons devoir mettre un terme à cette émission. Abraham, il restait beaucoup de choses. Il restait énormément de choses et c'est bien la preuve qu'il ne suffirait pas faire d'une seule émission pour régler cette affaire de projet de constitution. Maître Abraham Zinokwe et Maître Charles Badou de juristes étaient aujourd'hui les invités de ce numéro du Grand Rendez-vous. Chers invités, merci beaucoup. Merci d'être venus éclairer de votre science, n'est-ce pas, l'actualité sur la Constitution, la révision de la Constitution. Vigile Avancé, Wilfried Adou et Mohamed Liamidi qui assuraient la réalisation technique de ce programme. Vous prie de continuer à nous rester fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, avec de nouveaux invités, si Dieu veut.